Un rêve canadien peut-il vraiment tenir à un simple code à 5 chiffres? Eh bien, la réponse est un grand oui. Aujourd'hui, on va décortiquer un élément absolument clé de l'immigration canadienne, un truc souvent sous-estimé, la classification nationale des professions, la fameuse CNP. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la paperasse. Non, c'est le cœur même d'une future demande de résidence permanente. Pour bien saisir l'enjeu, commençons avec cet avertissement, qui est assez direct. Choisir le mauvais code, ce n'est pas une petite erreur administrative qu'on peut corriger facilement. C'est une décision qui peut littéralement torpiller tout un projet d'immigration avant même qu'il ait vraiment commencé. Et les conséquences, elles sont lourdes. Vraiment, on ne parle pas d'un simple retard dans le traitement du dossier. Un mauvais code peut être interprété comme une fausse déclaration. Et le résultat, c'est non seulement un refus de la demande, mais ça peut aller jusqu'à une interdiction de soumettre une nouvelle demande pendant 5 ans. C'est énorme. Les enjeux sont donc au maximum. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Pour bien comprendre, plongeons dans un exemple très concret qui montre à quel point cette erreur à 5 chiffres peut absolument tout changer. Prenez le cas d'un professionnel de la cuisine. Une personne qui se définit comme chef, avec le code CNP 62200, pourrait être parfaitement admissible à certains programmes. Mais si cette même personne se trompe et choisit le code de cuisinier, le 62300, sa demande sera refusée. C'est aussi simple que ça. En apparence, les métiers sont proches, mais pour l'immigration, la différence entre gérer une cuisine et superviser une équipe d'un côté et simplement exécuter des plats de l'autre, eh bien, cette différence est cruciale. Et l'impact, il va bien au-delà d'un seul programme. Ce code CNP, en fait, c'est la pierre angulaire de presque tout le système d'immigration économique. C'est lui qui détermine l'admissibilité aux programmes fédéraux, qui influence les invitations envoyées par les provinces, et il peut même rendre un profil totalement invisible lors des nouvelles sélections ciblées, par exemple pour les métiers de la tech ou de la santé. Bref, c'est le fondement sur lequel toute la preuve de l'expérience de travail repose. D'accord. Alors, comment s'y retrouver dans ce qui ressemble à un vrai labyrinthe? Il est temps de décoder cette fameuse matrice des emplois. On va démystifier ensemble la structure de la classification nationale des professions. En fait, la CNP, c'est tout simplement le dictionnaire officiel des emplois au Canada. C'est un outil que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que tout le monde parle le même langage quand il s'agit de décrire une profession, ses tâches et bien sûr, les compétences nécessaires pour l'exercer. Et là, attention, point crucial, le système a changé, et ce très récemment. Le 16 novembre 2022, le Canada a basculé vers une toute nouvelle structure pour mieux coller à la réalité du marché du travail. Ce passage à des codes à 5 chiffres et au nouveau système FAIR a créé pas mal de confusion, et c'est la raison principale pour laquelle tant de candidats font des erreurs aujourd'hui. Juste pour donner une petite idée de l'ampleur du système, on parle de plus de 40 000 titres de poste qui sont classés et organisés en 516 professions bien définies. C'est une véritable encyclopédie du monde du travail canadien. Au cœur de cette nouvelle CNP, on trouve le système FER. C'est l'acronyme pour formation, études, expérience et responsabilité. En gros, ça remplace les anciens niveaux de compétences. L'info essentielle à retenir, c'est que la grande majorité des programmes d'immigration économique visent les catégories FER 0 à 3, qui regroupent les postes de gestion, les professions universitaires et les métiers techniques. Les catégories 4 et 5, elles, concernent plutôt des emplois qui demandent une formation secondaire ou directement sur le terrain. Regardons ça de plus près pour que ce soit bien clair. FR 0, c'est simple, c'est la gestion, comme un directeur de la publicité. FR 1, ça demande généralement un diplôme universitaire, pensez à un ingénieur logiciel. Et enfin, FR 2 et 3, ça couvre tous les métiers qui requièrent un diplôme collégial ou un apprentissage, comme un technicien web ou un boulanger. Cette grille, elle est vraiment utile pour se situer. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a bien compris le système, la question c'est comment trouver le bon code sans se tromper. Le processus peut être résumé en 3 étapes toutes simples. D'abord, il faut définir la profession en se basant sur ce qui est réellement fait au quotidien. Ensuite, il faut utiliser l'outil de recherche sur le site officiel du gouvernement. Et enfin, l'étape la plus importante, lire chaque détail, la description, les fonctions, les exemples, pour être absolument certain que ça correspond parfaitement à l'expérience. Ah, voilà une excellente question et elle est très très fréquente. C'est vrai, il arrive souvent que les tâches d'un poste se retrouvent dans plusieurs descriptions de la CNP. Alors, on fait quoi dans ce cas-là? La règle d'or, c'est de choisir le code qui représente le cœur du métier. Il faut se concentrer sur les tâches qui occupent la majorité du temps et surtout sur les responsabilités qui sont les plus importantes, les plus qualifiées. Le but, ce n'est pas de cocher toutes les cases d'une description, mais de trouver le code qui reflète vraiment l'essence du rôle principal. Et ça nous amène directement au conseil le plus important de tous. S'il y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. C'est la règle d'or absolue pour choisir sa CNHP. C'est aussi simple et fondamental que ça. Le titre d'un poste, ça peut changer d'une entreprise à l'autre. Un architecte de solution ici peut être un analyste principal ailleurs. Ce qui ne change pas, ce sont les tâches concrètes qui sont accomplies. Et c'est là-dessus, et uniquement là-dessus,
que l'évaluation se base. D'ailleurs, voici exactement ce qu'un agent d'immigration va vérifier. Premièrement, est-ce que les tâches correspondent à l'introduction générale, à l'énoncé principal de la CNP? Et deuxièmement, est-ce que la personne a bien accompli la plupart des missions listées dans la section des fonctions principales? C'est sur ces 2 points que tout va se jouer. Et c'est précisément pour cette raison que la lettre de référence d'emploi est si capitale. Elle ne doit pas juste dire « un tel a travaillé ici de telle date à telle date ». Non, elle doit être rédigée pour prouver point par point que les tâches quotidiennes correspondent à celles de la CNP choisie. Une lettre bien rédigée, c'est le meilleur atout possible. Cette analogie, elle résume parfaitement la situation. Tout comme on a besoin d'un passeport pour voyager, on a besoin du bon code CNP pour naviguer avec succès dans le processus d'immigration. C'est littéralement la clé qui ouvre toutes les portes. Alors pour conclure, une question de réflexion finale à se poser pour sa propre situation. En regardant les documents d'une candidature, est-ce que la lettre de référence se contente d'indiquer un titre ? Ou est-ce qu'elle construit un argumentaire solide qui prouve que les fonctions du code CNP visé ont bien été exercées ? La réponse à cette question pourrait bien faire toute la différence. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.